Alors merci beaucoup et bienvenue pour cette deuxième discussion qui portera sur les enjeux de sécurité autour de la façade atlantique africaine. La première discussion a été très très riche en informations sur les enjeux géopolitiques et justement sur comment cette initiative se place au milieu des dynamiques mondiales qui sont en mutation. Pour cette session, nous nous focaliserons principalement sur ce que professeur Hudaygi a mentionné comme étant la troisième variable, les enjeux de sécurité aussi bien en hard et en soft, on va dire, même si les deux interagissent beaucoup. Bien sûr, l'initiative atlantique est une exposition, mais c'est aussi est une projection, mais c'est surtout aussi une exposition à ces enjeux. Donc, sans plus attendre, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi pour cette discussion trois experts dans leur domaine, mais pour moi, j'ai le plaisir de modérer cette session en particulier, puisque je sens que nous aurons trois perspectives très enrichissantes et qui se complètent. Donc, avec professeur Naïma Hmoumi, nous aurons l'expertise d'une océanographe qui partagera avec nous les défis environnementaux autour de la façade atlantique. Colonel-major, Monsieur Loudi, vous partagerez avec nous, on va dire, votre expérience pratique, une expérience de navigation, donc technique, on va dire, sur comment vous arrivez à naviguer à travers ces enjeux. Et puis aussi, Monsieur Bassou, donc Senior Fellow Policy Center, expert sur les questions de sécurité, qui partagera avec nous les enjeux de sécurité, notamment liés aux menaces de terrorisme, mais aussi les menaces liées on va dire aux dynamiques géopolitiques globales et aussi au positionnement des puissances et comment cela se répercute sur la sécurité d'un océan qui est plutôt perçu comme étant pacifique en règle générale. Donc, sans plus attendre, ma première question va s'adresser à professeur Hmoumi. Pour vous, professeur, quels sont, on va dire concrètement, les défis environnementaux auxquels nous devons prêter attention autour de la façade atlantique africaine? Je pense que vous avez prévu une présentation, donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Alors j'aimerais tout d'abord saluer la tenue de cette conférence qui s'inscrit dans l'initiative royale pour la façade atlantique et qui en même temps nous permet de parler aujourd'hui, de traiter les questions et les problématiques liées à l'océan et à la décennie des sciences océaniques. J'aimerais aussi remercier professeur Mchrouh et l'équipe organisatrice pour m'avoir invité à cet important événement. Donc, je vais aller effectivement au but. J'aurai 2 points à présenter. Quels sont les risques naturels qui menacent la façade atlantique et quelles solutions, programmes ou leviers pour la prévention et pour l'adaptation. Donc, j'aimerais bien avoir les slides. Pour commencer... Alors voilà, juste, cet ingé nous a dit que le littoral de cette façade, il fait 15 000 kilomètres. Et il comporte des écosystèmes incroyables qui vont des plages aux lagunes, aux estuaires, aux deltas, aux marais, etc., au cap. Mais pour la majorité, c'est des côtes basses. Et donc, ça va jouer un rôle lorsqu'il y aura des hausses de niveau marin. C'est aussi, les espaces maritimes et littoraux sont parmi les plus poissonneuses du monde, du fait de l'existence des courants d'Apuiline et aussi des climats
qui varie. La façade atlantique, ça va du climat méditerranéen au climat désertique, tropical, intertropical, tempéré, etc. Donc on a une grande variété de ressources, une grande diversité spécifique. Et aussi, il y a tous les oiseaux marins dans les migrateurs qui font le voyage entre l'Afrique et l'Europe. Je voudrais profiter, je ne parlerai pas des ressources énergétiques et minières, puisque il en a été question dans le premier panel, mais par contre, je vais signaler que dans cette façade, il y a aussi des sites historiques et archéologiques. Et là, j'ai fait un appel aussi pour le Maroc. Les littoraux marocains sont jonchés de sites archéologiques et de monuments qui sont des archives de toutes les occupations qu'il y a eu au Maroc. Et avec l'élévation du niveau marin, ils risquent de disparaître. Donc c'est un appel pour commencer à réfléchir à des musées virtuels et à documenter ces monuments. Ensuite, cependant, ces ressources commencent déjà à être altérées parce qu'il y a une littoralisation intense au niveau de la façade atlantique. Il y a des mégapoles de plusieurs millions d'habitants et de ce fait, il y a une augmentation de la pollution, une dégradation des ressources naturelles, la mangrove, les herbiers, etc., une érosion et un déséquilibre sédimentaire des plages, il y a des invasions d'algues aussi, etc. Et il y a aussi, à cause de l'exploitation pétrolière, il y a également de la pollution aux hydrocarbures et à cause aussi de la navigation. Colonel Loudier en parlera tout à l'heure. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris du temps, je suis désolée. Donc, il y a deux grands facteurs de risque naturel qui menacent la façade atlantique. Il y a les facteurs qui sont liés à la géodynamique interne, c'est-à-dire les mouvements internes de la Terre. Ça veut dire les tremblements de terre, au séisme, ça veut dire les volcans de boue et les tsunamis. Et là, vous verrez que la structure et la géologie de l'Afrique, il y a effectivement des zones stables. Ça ne marche pas. C'est les cratons en jaune. Mais il y a aussi beaucoup de failles. Et regardez, il y a toutes ces failles en rouge. Je n'arrive pas à pointer. Ce sont les failles transformantes qui vont à la ride médio-océanique. La façade atlantique, elle est liée à l'ouverture. C'est une marge distensive qui est liée à l'ouverture de l'océan Atlantique. Il y a d'autres failles. Et les failles qui sont en prolongement et qui sont dans les limites des cratons africains, c'est comme la faille qui est en bordure du Haut-Atlas, qui est à l'origine du tremblement de terre de l'Haouz que nous avons eu. Ça, c'est des zones sismiques. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient on ne savait pas que c'était une zone sismique. Non, quand on étudie bien la géologie, on arrive à voir qu'il y a des failles qui existent depuis 3,4 milliards d'années et qui ont rejoué à plusieurs époques et qui risquent de le faire parce qu'en plus, elles sont dans le prolongement de l'ouverture de l'océan Atlantique. Vous avez une autre carte qui vous montre la répartition de l'intensité des séismes et vous voyez que la zone la plus intense, c'est le nord, c'est le Maroc, c'est la marge atlantique. Pourquoi ? Parce que là, on est de nouveau dans une limite de plaque. C'est la plaque africaine qui se déplace vers la plaque européenne. C'est une zone de convergence. Et donc, il y a encore beaucoup de séismes. Il y a aussi la faille de Açores-Gibraltar. Et ce contexte géodynamique est à l'origine de séismes, le séisme de Nadog, de Hoceima, etc., mais également de tsunamis. Le tsunami qu'on a connu après le tremblement de terre de Lisbonne et qui a touché les côtes marocaines. Donc ça, c'est des risques qui sont majeurs. Alors, la deuxième menace, c'est le volcanisme. Et là, on est dans une marge passive, mais on est dans une marge. Alors, dans cette carte, vous voyez la carte avec une bande. Toutes les zones donc, qui sont en rouge, c'est les zones volcaniques. C'est une marche passive, mais avec des zones volcaniques. Par exemple, le volcan des îles Canaries et du mont Tropique, ils sont liés à ce phénomène. Et d'ailleurs, je voudrais dire que sur le plan géologique, les îles Canaries appartiennent à la marge marocaine, parce que c'est des volcans qui se sont formés dans la marge marocaine. Il y a aussi le volcanisme qui est dans l'Afrique équatoriale.
Et les volcans sont aussi un risque important parce que quand il y a des éruptions en mer, en plus des dégâts que ça fait, il peut y avoir des submersions, des élévations du niveau de la mer. Donc c'est celle-là, au milieu. Alors, une autre menace, c'est les volcans de boue qui sont liés à des gisements de gaz. Et dans la marge, ils ont été mis en évidence dans la marge atlantique nord, donc dans la façade atlantique marocaine, entre Tanger, Larache. Il y a beaucoup de volcans de boue et aussi à terre, dans le nord-ouest du Rif. Et là, c'est des zones aussi qui peuvent être réactivées à n'importe quel moment parce qu'ils sont liés à des phénomènes tectoniques et dès qu'il y a un mouvement, les gaz peuvent s'échapper. Et ils peuvent entraîner avec eux donc, les sédiments et tout ce qui existe. Bien sûr, il y a aussi les glissements de terrain qui peuvent être liés aussi à la pluviométrie. Alors, le deuxième risque naturel, grand risque naturel, ce sont tous les facteurs qui sont liés à la géodynamique externe, c'est-à-dire au climat, aux variations atmosphériques. Et là, on le sait, on est dans une période de réchauffement climatique. Je pense qu'on ne peut plus dire qu'on est dans une période de changement climatique parce qu'un changement peut être vers le froid ou vers le chaud. Mais là, on sait que c'est du réchauffement climatique. Et le GIEC a annoncé qu'on a déjà dépassé de 1,1 degré Celsius. Alors, quelles sont les conséquences? Elles sont nombreuses. En plus, donc, de la désertification, du stress hydrique, du réchauffement des eaux océaniques, de l'acidification des eaux océaniques, on a un risque qui est majeur, c'est la hausse du niveau marin. L'élévation du niveau marin qui va être induite à la fois par le réchauffement des eaux, par un gonflement thermique et aussi par l'ajout de la fonte des eaux douces qui résulte de la fonte des glaciers. Et là, le littoral de la façade atlantique comporte beaucoup de zones basses. Et il y a eu des modèles d'inondation qui ont été faits, qui prévoient une montée de 1 à 30 mètres. Mais tous ces modèles, même celui qui a été fait chez nous par la Banque mondiale, doivent être refaits. Parce que ces modèles n'ont pas tenu compte du paramètre tectonique et subsidence. On le sait maintenant que même la marche passive atlantique, elle est soumise à des événements tectoniques. Donc, c'est des modèles qu'il faut refaire pour savoir l'intensité et mieux prévenir les phénomènes. Là, on le voit aussi dans les pays africains, au Sénégal, il y a aussi des littorales qui ont été entièrement dégradés. Et donc ça, c'est les menaces majeures dont je voulais parler et je vous remercie. Je vous remercie, professeur, pour ce tour d'horizon, enfin, on va dire un état des lieux de la situation environnementale, géologique, des fonds marins qui justement soulèvent plusieurs questions sur la gestion de ces défis environnementaux. Je passerai maintenant on va dire aux enjeux de sécurité plutôt hard. Donc, Monsieur Bessou, un océan relativement pacifique, est-ce que c'est avéré ou pensez-vous que la dynamique mondiale justement risque de rendre cet océan un peu plus turbulent qu'il ne l'est actuellement? Merci de m'avoir donné donc cette occasion de traiter de certains aspects de la sécurité en Afrique atlantique ou dans l'Atlantique africain. Donc, je ne sais pas quelle est la formule qui est la plus adaptée. Oui, comme vous l'avez dit, l'Atlantique est réputé être un océan pacifique. Premier point, c'est qu'il est exempt de toute présence d'armes atomiques. Si l'on exclut les États-Unis, bien sûr. Mais sur cet Atlantique Sud qui nous intéresse, il y a cette absence, donc il est exempt, si vous voulez, de la présence d'armes atomiques. Ça, c'est l'un des premiers points. Aussi, c'est un espace de paix parce qu'au nord, les deux entités, les deux continents qui bordent
L'Atlantique Nord sont des alliés, c'est l'Atlantique de l'Occident, donc du G7. C'est un Atlantique pacifique, une zone plutôt de coopération, même de coopération, que ce soit économique ou que ce soit sécuritaire. Et si l'on arrive à l'Atlantique Sud, on enregistre peut-être un déficit de coopération ou d'échange. Il n'est pas au niveau où l'on souhaite qu'il soit, mais il faut également marquer qu'une absence de belligérance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit dans cette zone. Donc, quand on arrive à l'Afrique atlantique, elle hérite, si vous voulez, de cette paix, de cette stabilité, et on peut dire qu'il peut, si vous voulez, capitaliser sur cela pour dire que l'Afrique atlantique est plutôt une zone où il faut assurer plus la coopération, le développement que la sécurité. Le fait est que dans d'autres zones, on cherche à rétablir la paix, à rétablir la sécurité. Or, la mission en Afrique atlantique, il est plutôt d'entretenir, de maintenir cette sécurité. Et c'est là où on va se dire si les dynamiques mondiales actuelles n'affecteraient pas ou n'altéreraient peut-être pas cette paix. Donc, en arrivant sur cette Afrique atlantique, d'abord, ce qu'on remarque en premier lieu, pas de conflit interétatique. Il n'y a pas de guerre entre États. Entre les 23 pays, il n'y a pas de guerre entre États. Ce qui aurait pu créer, par exemple, des problèmes sont les frontières maritimes. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de sagesse. La plupart, si vous voulez, des différends sur les frontières maritimes entre les pays de l'Afrique atlantique ont été résolus soit à l'amiable, soit à travers la Cour de justice, la Cour internationale de justice. Et même parfois, ça a abouti sur des exemples de coopération, par exemple, entre le Nigeria et le... Non, l'île, Sao Tomé, entre Sao Tomé et Principe, où nous avons un exemple, c'est-à-dire que cette affaire est toujours entre les mains de la Cour internationale de justice, mais entre-temps et en attendant, ils ont trouvé un mécanisme de coopération. Donc ça, c'est pour dire à quel point est-ce que cette Afrique atlantique est paisible. Maintenant, il y a certains États qui connaissent, si vous voulez, des difficultés de conflits intra-étatiques. Nous pensons, par exemple, au Nigeria, avec ces problèmes contre l'organisation terroriste État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est-à-dire ces conflits ou ces phénomènes violents intra-étatiques ne vont pas jusqu'à menacer, si vous voulez, la stabilité de ces États. Bien, si cette Afrique atlantique est une zone de paix, de stabilité, alors est-ce qu'elle n'est pas menacée ou d'où viendrait la menace ? Toute la littérature autour de la sécurité en Atlantique parle de beaucoup de choses. On parle du trafic de drogue, notamment entre les deux rives, Amérique du Sud et Afrique. On parle aussi de pêche illégale, donc INN, ce que les spécialistes appellent. On parle également de trafic d'armes, on parle de réseaux de migration, on parle de choses. Mais ce n'est pas de cela que je vais traiter. D'ailleurs, le temps ne le permet pas. Nous allons nous arrêter sur deux aspects essentiels. Le premier, c'est que notamment au niveau du nord de l'Afrique atlantique, nous avons le phénomène de l'extrémisme violent que nous avons vu au début du siècle au nord du Mali, mais qui a proliféré vers le sud pour atteindre le Burkina Faso, qui a proliféré vers l'est pour atteindre le Niger,
Et l'on craint aujourd'hui, avec certains événements qui commencent à se passer au nord du Bénin et au nord de la Côte d'Ivoire, que ce phénomène n'atteigne les pays atlantiques. Et donc à déstabiliser, parce que s'il arrive dans cette zone atlantique, nous l'avons vu également au Mozambique à l'est, lorsqu'il atteint l'océan ou lorsqu'il atteint la mer, il progresse un peu plus facilement qu'il ne progresse dans les terres. Donc là, il y a un premier point donc, sur ce phénomène terroriste donc, que l'on craint, notamment pour les États d'Afrique de l'Ouest, les États atlantiques d'Afrique de l'Ouest. Le deuxième point, qui pourrait peut-être aussi, c'est que nous avons l'exemple de la mer, de l'océan Indien. L'océan Indien, on commence aujourd'hui à proliférer des bases navales, des bases que les militaires appelleront des bases logistiques, mais c'est des bases navales, c'est des structures militaires. Et donc Djibouti a poussé, si vous voulez, maintenant à une extension vers l'Érythrée, la Somalie aussi. Donc les puissances étrangères, plus ou moins puissantes, sont en train d'essayer. Donc, je crois qu'il faudrait éviter cela sur la côte atlantique. Sur la côte atlantique africaine, nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance qui fait son travail, qui défend ses intérêts, la Russie, qui est donc de la mer Rouge, du Soudan, passant par le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina, il est aujourd'hui en train de s'installer et qui aujourd'hui est en train de raffermir, de consolider, d'avoir de plus en plus de relations avec la Guinée, un État atlantique africain. Donc c'est une recherche, peut-être nous sommes devant les signes avant-coureurs de démarche pour l'installation d'une base russe en Guinée. Deuxième puissance intéressée, c'est la Chine. Mes collègues du PCNS me rappellent que les 3 premiers exportateurs vers la Chine se trouvent en Afrique atlantique. Les 2 premiers importateurs se trouvent en Afrique atlantique, avec la Chine. Et donc la Chine est de plus en plus, si vous voulez, souciée par la défense de ses intérêts. Tout à l'heure, professeur Rachid Hodeigui a parlé donc de démarches auprès de la Guinée équatoriale qui ont été avortées par les Occidentaux, mais beaucoup d'informations circulent aussi aujourd'hui sur des tentatives avec l'Angola ou la Namibie. Donc, ils mènent les 2 discussions en même temps pour essayer d'assurer, si ça ne marche pas avec l'un, que ça puisse marcher avec l'autre. Maintenant, si on dit que nous craignons le terrorisme, que le terrorisme atteigne l'Atlantique, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je rappelle l'initiative royale que Sa Majesté le roi a qualifiée d'internationale, d'initiative internationale, et qui vise à désenclaver les États du Sahel. Or, désenclaver ces États veut dire les développer, et les développer veut dire les rendre à même de combattre le terrorisme et de constituer, si vous voulez, ce mur qui peut épargner les États de l'Afrique atlantique. On doit contenir, et pour contenir cette extension du terrorisme vers la côte atlantique, il faut développer les États du Sahel. Pour développer les États du Sahel, je crois qu'il n'y a pas meilleure initiative que cette idée de les désenclaver, de leur donner accès à l'Atlantique. La deuxième idée, comment faire en sorte qu'il y ait une perception commune chez tous les États de l'Afrique atlantique de la menace de laisser s'installer des bases étrangères. Et je crois que le processus des États africains atlantiques que le Maroc conduit peut être la tribune qui peut assurer cette communauté de perception de la menace, qui peut également permettre
de mutualiser, si vous voulez, les moyens, de mutualiser les efforts pour pouvoir permettre à ces 23 États d'assurer la sécurité de ce passage maritime qui s'est avéré très intéressant à cause de ce qui se passe en mer Rouge. Et donc, si les États africains peuvent, en mutualisant leurs efforts, assurer, si vous voulez, ils enlèveront aux puissances étrangères ce prétexte de vouloir assurer cette route maritime. Donc, je m'arrête ici. Merci. Merci, M. Bassou, d'avoir dressé ce bilan des risques, on va dire, à venir, des signaux qu'il faudrait suivre de plus près, de manière à maintenir et à entretenir la sécurité autour de cet espace. Et donc, sans plus attendre, je passerai au côté pratique avec mon colonel-major, M. Loudilly, qui partagera avec nous réellement, on va dire, concrètement et à travers son expérience, comment justement naviguer à travers ces différents défis, que ce soit environnementaux ou sécuritaires. Merci. Merci, madame. Mesdames et messieurs, donc je voudrais tout d'abord, au nom de monsieur le contre-amiral inspecteur de la Marine royale, vous remercier pour l'organisation de cet événement qui constitue une initiative louable qui traite d'un thème pertinent et d'actualité extrêmement importante, à savoir les enjeux stratégiques des espaces maritimes de l'Afrique atlantique. Donc c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir d'être parmi vous et saisir cette opportunité pour discuter et échanger sur les risques et défis de sûreté et sécurité maritime auxquels l'Afrique atlantique est confrontée à travers un exposé succinct puisant dans l'expérience de la Marine royale dans ce domaine. L'espace maritime de l'Afrique atlantique regroupe 23 pays sur les 37 pays côtiers africains, soit presque les 2/3, et s'étend sur une longueur de plus de 12 000 km de côte. Ce vaste espace maritime abrite l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, qui lui confère une dimension stratégique avec le détroit de Gibraltar et le cap de Bonne-Espérance. Il regorge de multitudes d'opportunités et de nombreuses sources dont l'exploitation judicieuse et appropriée permettra de contribuer de façon importante au développement de ces 23 pays et même de l'ensemble du continent africain. Et je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que l'avenir des pays africains est étroitement lié à cet espace maritime et que sa protection est cruciale et constitue le soubassement indispensable de la stabilité et de la paix durable dans ces pays. À ce titre, pour explorer les enjeux sécuritaires liés aux espaces maritimes de l'Afrique atlantique, je vais tout d'abord dresser la cartographie des risques et menaces dans la région. Ensuite, je vais identifier les acteurs intervenant dans le domaine, les moyens disponibles et ceux nécessaires pour agir contre ces menaces, en prenant comme exemple le cas du Royaume du Maroc et de la Marine royale. La situation actuelle au niveau régional et international se caractérise par des bouleversements importants, survenus dans l'environnement sécuritaire, marqué par un regain de compétition de puissance à l'échelle régionale et internationale, et l'implication de nouveaux acteurs. La menace est devenue permanente, imprévisible et multiforme. Dans ce contexte, l'espace maritime des pays africains bordant l'océan Atlantique se trouve exposé à de multiples risques et menaces, en particulier le terrorisme maritime, la piraterie, le crime organisé, l'immigration irrégulière, le trafic de drogue, la pêche INN, c'est la pêche non déclarée et non réglementée, ainsi que la pollution marine. Par ailleurs, l'augmentation de la densité du trafic maritime autour du continent africain, l'accroissement de poses de câbles sous-marins, l'initiation de grands projets de gazoducs tout au long de ces côtes, l'interconnectivité de plus en plus grande sont des activités qui ne feront que se consolider avec le temps, entraînant sans nul doute dans leur sillage l'apparition de nouveaux défis et menaces
qui viendront s'ajouter à ceux qui existent depuis longtemps et qui ont été cités plus haut, et à ceux apparus récemment liés aux crises sanitaires, au changement climatique, à la compétition de puissances, à la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, et de l'intervention de nouveaux acteurs qui agissent par procuration. Mesdames et messieurs, donc, reconnaissant ce large éventail de risques et menaces maritimes, le Royaume du Maroc a mis en place un dispositif sécuritaire d'action de l'État en mer, qui intègre plusieurs acteurs militaires et civils et qui repose sur une stratégie globale s'appuyant sur 3 principes. La prévention, donc chaque acteur intervient en mer de sa propre autorité pour ce qui concerne les activités relevant de ses attributions. La coordination. En cas de crise, lorsque la coordination devient nécessaire, le gouverneur de la zone touchée est désigné coordonnateur local, alors que l'administration compétente prend la direction des opérations d'intervention. 3e point, connaissance du milieu marin. Le Comité national de coordination dans le domaine de l'hydrographie, l'océanographie et la cartographie marine, présidé par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, et dont la Marine royale assure le secrétariat, contribue à la réalisation d'une gouvernance crédible et performante des espaces maritimes du Royaume par l'amélioration de la connaissance de l'environnement marin. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce dispositif sécuritaire, mais je vais en brosser les contours, les capacités et le concept. Au niveau national, donc c'est la Marine royale qui est l'acteur premier qui intervient dans le domaine de la sûreté et la sécurité, dans les eaux sous juridiction nationale et en haute mer. Dans les ports et à bord des navires civils, c'est le ministère de l'Équipement et de l'Eau, à travers l'Agence nationale des ports, qui est le principal responsable de la sûreté et la sécurité des navires et des ports, en vertu de la Convention de 1988 sur la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, complétée en 2002 par la Convention SOLAS, qui a mis en place un code international de sûreté des navires et des ports qui s'appelle le code ISPS. Ce code est obligatoire pour le secteur des transports maritimes internationaux. Par ailleurs, pour assurer la sécurité et la sûreté maritime, la Marine royale entretient une posture de surveillance et de défense ferme et dissuasive sur l'ensemble des eaux sous juridiction nationale, à travers un dispositif permanent qui s'appuie sur un ensemble de capacités diversifiées, complémentaires et interopérables. L'ensemble du potentiel déployé, ainsi que les moyens de soutien logistique associés, sont répartis sur 3 secteurs maritimes et mis en œuvre à travers une chaîne de commandement mise en œuvre par l'inspecteur de la Marine royale, assisté par un état-major marine et structuré autour de 3 autorités subordonnées, qui sont les commandants des secteurs maritimes nord, centre et sud. Le principe est d'établir une structure opérationnelle et de proximité et lui attribuer le contrôle opérationnel sur les moyens navals rattachés ou détachés dans le cadre de la mission de sécurité et de sûreté maritime. Les secteurs maritimes disposent donc des centres des opérations maritimes qu'on appelle les COM, interconnectés par des systèmes de communication sécurisés, une flotte de surveillance maritime incluant des frégates porte-hélicoptères, des patrouilleurs, des gardes-côtes, des intercepteurs, des hélicoptères, des avions de surveillance maritime et des drones. Des groupes de commandos disposés, équipés, armés, entraînés et prêts à intervenir. Les moyens de lutte contre la pollution accidentelle prédisposés pour l'intervention de première urgence. Une chaîne radar et des postes de surveillance constitués de 65 stations radar équipées de moyens de détection radar et de systèmes optroniques. La Marine royale coordonne son action avec les organes concernés des forces armées royales, en particulier la gendarmerie royale, au niveau des approches et zones de mouillage portuaire, ainsi qu'avec le Centre de coordination et de sauvetage maritime de Bosnéka,
qui relève du département des pêches maritimes, qui est en charge de la réception et de la diffusion des alertes SAR. En ce qui concerne la lutte contre la pollution marine accidentelle, le Royaume du Maroc a institué par décret du 22 novembre 1996 un plan d'urgence dénommé Plan d'urgence national de lutte contre la pollution marine accidentelle, communément appelé le PUN. La responsabilité générale de la préparation à la lutte contre les pollutions marines accidentelles massives appartient au département du développement durable. Dans le cadre de la préparation à la lutte, la Marine royale a pour tâche l'organisation, la coordination et la direction de toutes les opérations d'intervention et de lutte en mer, en liaison avec le coordonnateur national et le coordonnateur local. La gestion des moyens humains et matériels mobilisés à l'occasion, la veille et la tenue du registre des actions entreprises pour la comptabilité des moyens utilisés sous son commandement opérationnel. Mesdames et messieurs, donc pour soutenir sa montée en puissance dans ce domaine, la Marine royale a élaboré une feuille de route à l'horizon 2027 qui vise plusieurs objectifs selon 6 priorités. La connaissance de la situation maritime, Maritime Domain Awareness, le CITO, Command and Control maritime, le développement des compétences, une flotte de surveillance maritime, la préparation des forces et la coopération et interopérabilité. Les progrès réalisés par le Royaume du Maroc dans la sécurisation de ces espaces maritimes est en grande partie lié à l'effet combiné d'une stratégie maritime nationale engagée et une coopération dynamique et efficace entre les différents intervenants. Dans ce contexte, l'enjeu pour le Royaume est de mettre la Marine royale non seulement au service de la prévention et de la répression des actes de criminalité, mais aussi de développer une intégration sécuritaire à dimension des enjeux de la coopération sud-sud et des menaces maritimes qui se profilent. L'institutionnalisation du partenariat africain atlantique, traduction de la vision de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, ambitionne à faire de la zone afro-atlantique un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de dire que la sûreté et la sécurité maritime de l'Afrique atlantique est tributaire d'abord d'un ferme et soutenu engagement national des pays, ensuite par une production de textes juridiques adaptés et harmonisés, enfin par la collaboration et la complémentarité régionale qui permettraient de créer des synergies, rationaliser l'emploi des moyens et ouvrir des perspectives de réalisation de projets régionaux constructifs dans le domaine de la sûreté et sécurité maritime. À ce titre, dans un premier temps, une feuille de route pour le renforcement de la sûreté et la sécurité maritime pour l'espace maritime Afrique-Atlantique pourrait être envisagée. Elle viserait dans le court terme à développer les capacités opérationnelles d'intervention en mer existantes, d'abord en consolidant l'interopérabilité par le développement des compétences à travers la formation et l'entraînement, ensuite en renforçant les échanges d'informations à travers les COM et les structures opérationnelles y afférentes, et enfin en exécutant des missions opérationnelles conjointes de patrouille, de sûreté et d'action de l'État en mer dans les espaces maritimes d'intérêt commun tout au long du littoral atlantique africain. Encore une fois, permettez-moi de renouveler mes sincères remerciements pour l'organisation de ce séminaire, en vous souhaitant une bonne continuation. Merci. Je vous remercie infiniment, colonel. Alors, avant de laisser place aux questions de l'audience, je redonnerai la parole pour 2 minutes à professeur Hamoumi, afin de présenter ses recommandations, on va dire, sur le volet environnemental, puisque nous avons eu les recommandations de monsieur Bassrou sur
sur les initiatives à prendre en considération afin de maintenir l'espace atlantique comme étant un espace relativement sécurisé, on va dire. Et nous avons eu aussi une présentation de la feuille de route à l'horizon 2027 par Colonel Loudi. Donc je vous laisse finir avec vos quelques recommandations. Je vous prie juste de garder 2 minutes afin de laisser place aux questions. Merci. Merci. Alors, il convient d'intégrer dans le plan d'action de cette coalition un volet qui soit axé sur le développement de la connaissance de l'océan et des risques naturels, 2, le renforcement des capacités, et 3, la mise en commun de moyens humains et matériels et des savoir-faire. Pour ce faire, il faut tout d'abord construire des partenariats. Il faut qu'il y ait un réseau des universités, des centres de recherche de ces pays, des facultés de ces pays africains, de ces 23 pays africains. Et il faudrait qu'ils commencent à mobiliser des moyens, d'abord dans le cadre des projets qui sont initiés dans le cadre de la décennie des sciences océaniques par la COI et par l'Afrique. Deuxièmement, des projets de convention des projets dans le cadre de la convention Atlantique, dans laquelle se trouve déjà le Maroc et l'Afrique du Sud. C'est une convention entre tous les pays riverains de l'Atlantique, des 2 façades, et la communauté européenne. Et troisièmement, saisir toutes les opportunités qui existent dans la Convention du droit de la mer. M. Tangier a dit tout à l'heure que tous ces pays ont ratifié la Convention du droit de la mer, donc il y a des articles qui sont favorables au transfert de technologies, au développement de la recherche scientifique, etc. Et donc les actions et les programmes doivent être menés dans 3 domaines. La recherche scientifique et la recherche-développement, et la formation à la recherche, l'adoption par ces pays de politiques publiques communes et le développement de l'information et de la sensibilisation. Et ça doit commencer aussi par la création d'un centre des sciences et ingénierie de la mer africain qui sera basé au Maroc. Tout le monde reconnaît qu'il y a déjà de bonnes pratiques, qu'il y a déjà un savoir-faire et que le Maroc a initié beaucoup de choses. Il est temps, et ce centre peut être développé en relation avec le soutien de l'UNESCO. Il y a eu déjà 2 propositions qui peuvent être réactivées. Ensuite, il faut mettre en place une coopération entre les universités africaines, d'une part, et le développement de coopération entre ces consortiums africains avec ceux d'autres pays. Il faut mettre en place des programmes de recherche et de formation à la recherche fédérateurs, permettant d'intégrer toutes les disciplines liées à la mer. Ce n'est pas uniquement les disciplines scientifiques et techniques, mais il faut aussi l'économie, il faut développer l'économie de l'environnement, l'histoire, les sciences juridiques, etc. Donc toutes les disciplines. Et surtout aussi, il faut développer les risques naturels. Il est important donc de développer les études sur le climat et sur les risques naturels en général. Il faudrait cartographier sérieusement, rigoureusement, toutes les zones à risque dans ces différents pays pour avoir réalisé des plans d'action et de prévention communs. Il faudrait réaliser un suivi régulier du trait de côte et des plages, ainsi qu'une cartographie des zones, des écosystèmes qui sont vulnérables. Par exemple, s'il y a une marée noire, il faut savoir quoi déplacer et vers où. Il faut mettre en place un observatoire des risques et des formations aussi pour les populations, pour les former à se protéger. Donc, il faut aussi assurer le renforcement des capacités des acteurs et des planificateurs. Et il faudrait mettre aussi des formations pour préparer des techniciens supérieurs, pas uniquement des chercheurs et des universitaires. Sur le plan des politiques publiques, il est important de mettre en place des programmes de prévention des risques et des formations à la population qui permettent d'accélérer, de renforcer les stratégies nationales intégrées dans les zones côtières, d'opter pour une gestion du littoral basée sur une approche pluridisciplinaire, de réguler les activités socio-économiques et considérer les conflits d'intérêts concernant les ressources et les espaces,
d'élaborer des stratégies pour la protection des ressources et des environnements marins et d'adopter aussi des plans d'aménagement et de restauration de ce qui a été détruit. On a vu des exemples qui se font actuellement par des chercheurs étrangers en Afrique. Et enfin, de protéger la biodiversité biologique, les mangroves, les herbiers, parce qu'en plus de leur rôle pour la diminution du carbone dans l'atmosphère, ils servent aussi, ils permettent donc de limiter l'intensité des montées du niveau marin et de l'érosion côtière. Et bien sûr, il faut, dans la sensibilisation, utiliser tous les moyens possibles de sensibiliser le large public, faire de la littératie océanique, faire de l'éducation au développement durable. Et là, on a un exemple aussi au Maroc qui est édifiant, dont il faut parler. C'est tout ce que fait la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Et là, il y a de l'éducation au développement durable, de la littératie océanique avec les jeunes, avec les adultes. Il y a énormément de programmes qui pourraient aussi être appliqués dans les autres pays africains. Il faut développer aussi de la médiation scientifique. Il faudrait commencer à faire ça avec le public et avec les écoliers. Assurer la formation des membres des ONG. Il faudrait leur donner des formations parce que ce sont de grands formateurs et ils ont accès à une grande part de la population. Et il faut instaurer dans toutes les formations du secondaire, depuis le primaire jusqu'à l'université, des programmes sur les risques naturels et le changement climatique. Donc, en conclusion, je dis qu'en plus des retombées d'ordre socio-économique et scientifique et du renforcement des partenariats du Royaume, l'initiative royale pour la façade atlantique constitue un levier stratégique pour accélérer les ODD, et en particulier l'ODD 14 qui est lié, donc qui concerne l'océan, pour accélérer les objectifs de la décennie des sciences océaniques au service du développement durable et aussi pour accélérer les objectifs et les domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, cher professeur, pour ces recommandations et je vous remercie, chers intervenants, pour ces présentations très très enrichissantes. Il est sûr que l'initiative atlantique implique une réflexion et une approche qui est pluridisciplinaire et donc on le voit très bien à travers vos différentes présentations. Donc sans plus attendre, j'invite l'audience à faire part de tout commentaire, partager des questions. Donc je vous demanderai d'être bref et aussi de donner votre nom et votre affiliation. Je vous remercie. Donc je pense je commencerai à ma droite. Merci Madame la Présidente. Un petit peu ce passage par le canal de Suez. Autrement dit, on va revenir encore une fois et passer par le cap de Bonne-Espérance et le Maroc serait par la force des choses un passage obligé. Et nous avons un très mauvais souvenir qui date du 19 décembre 1989 de ce navire géant iranien, un pétrolier, qui a déversé à l'époque plus de 70 000 tonnes sur pratiquement 500 km marocains. Et le colonel-major a parlé d'adaptation. Il a parlé aussi d'adaptation des textes juridiques, ce qui manque dans les conclusions. À mon sens, il faudrait que ça soit énuméré au niveau des recommandations. Pourquoi déjà, en parlant du PUN, du plan d'urgence nationale, et là j'interroge, et je n'aime pas interroger, ne pas poser de questions, c'est que ce PUN qui a été fait dans la précipitation après cette catastrophe du Khark 5 et du Marioud au niveau de la Méditerranée, et un autre aussi qui est le Sea Spirit. Donc ce sont des événements qui se sont succédés et qui ont poussé les responsables à accélérer la cadence de l'élaboration d'un texte juridique que le colonel-major a cité et qui date de 1996. Il
il a déjà 3 décennies. Mais je me rappelle très bien, il y a à peu près une quinzaine d'années, on avait commencé à réfléchir sur ce texte-là. Parce que dans la réalité des choses, lorsqu'on faisait des exercices de simulation, les simulex, chaque 2 années, on se rendait compte du problème qui fait quoi, qui donne les instructions. Or, il faut dire qu'il y a à boire et à manger, et on avait, avec un bureau d'études, travaillé sur ce PUN, sur ce texte de 96, pour le modifier et changer, en quelque sorte, la hiérarchie des choses et remettre les choses à leur place. Mais je pense que ce texte, il est en souffrance à aujourd'hui, et j'espère qu'on fera le nécessaire pour l'adapter, et c'est pour cela que j'insiste à ce que ce soit dans les recommandations, l'adaptation de plusieurs textes nationaux. Merci, Madame la Présidente. Merci, cher monsieur. Donc, allez-y. Merci. Je me présente, je suis le colonel-major Benzikri, et je suis le chef du service maritime de la gendarmerie royale. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, et j'aurais juste une petite réflexion par rapport à ce que nous a présenté M. Bessot, je vous en remercie, par rapport à la sécurité maritime, ce qu'on appelle, nous, les marins, dans la communauté maritime, plus communément la sûreté maritime, en fait. Donc, il me semble, je ne sais pas, peut-être que c'est une déformation professionnelle qui me concerne en tant qu'opérationnel du terrain maritime, mais il me semble qu'il est un petit peu trompeur d'affirmer que cette zone, la zone atlantique, est vraiment une zone pacifique ou pacifiée. Ce serait aller trop vite. Je voudrais juste vous rappeler, on a beaucoup d'exemples, le golfe de Guinée, ce qui se passe là-bas en termes de piraterie, en termes d'incidents économiques par rapport aux hydrocarbures, etc. Mais il y a une autre donnée qui est un petit peu différente dans le domaine maritime par rapport au domaine terrestre. Vous avez la carte, vous la voyez là-bas. Vous avez l'impression que les distances sont importantes, mais un phénomène, par exemple, un phénomène de piraterie qui se situe au niveau du golfe de Guinée, mais très rapidement, il peut débarquer chez vous. Ça peut être extrêmement rapide. Donc ça aussi, il faudrait un petit peu le prendre en considération. Il y a un autre point qui me gêne un petit peu. Je voudrais parler un petit peu des côtes marocaines que je connais un petit peu plus. Il y a un certain nombre de phénomènes que nous vivons tous les jours. Nous avons chez nous la gendarmerie royale en collaboration très étroite avec nos amis de la marine royale. Et nous travaillons beaucoup ensemble. Juste pour que vous ayez une idée plus claire des différentes attributions, chez nous, les espaces maritimes en fait sont divisés en 2 grands espaces. Des espaces de souveraineté, que nous appelons les espaces de souveraineté, pour les spécialistes, les eaux intérieures et les eaux territoriales, et des eaux de juridiction, où nous avons une juridiction. Et notre action à nous, gendarmerie royale, dans sa composante maritime, se situe essentiellement au niveau des zones de souveraineté, mais nous agissons également de concert avec nos amis de la marine royale et de toute la communauté maritime nationale sur l'ensemble de nos espaces maritimes pour en assurer la sûreté. Et donc nous avons cette vision un petit peu, comme j'ai dit, un petit peu plus opérationnelle que stratégique, parce que nous avons la main dedans tous les jours. Et je peux vous affirmer qu'il y a des phénomènes qui peuvent paraître anodins. Je vous donne un exemple. Prenons quelque chose que nous vivons tout le temps, le phénomène de migration irrégulière. Et le commun des mortels pourrait avoir l'impression que c'est un phénomène qui est, c'est un phénomène qui est illégal, mais qui n'est pas aussi dangereux que ça. Le problème, c'est que tous ces phénomènes qui ont une relation de sûreté, ils sont en interconnexion. Quand vous avez une route qui est pratiquée pour la migration illégale, cette route, aujourd'hui ou demain matin, très tôt demain matin, peut être empruntée par un autre trafic, stupéfiants,
dans le cadre de la piraterie, etc. etc. Vous avez un autre phénomène dans le domaine maritime qui est extrêmement sensible, ce qu'on appelle communément, chez nous, dans le domaine maritime, les sanctuaires marins. Vous avez ce phénomène de migration illégale utilise parfois, de plus en plus, des sanctuaires marins, c'est-à-dire des emplacements en mer. Souvent c'est fait par rapport à la pêche INN. Ils utilisent un jeu entre deux domaines différents, entre deux espaces différents, où 500 mètres plus loin, ils ne sont plus en irrégularité et ils peuvent s'installer là-bas pour se reposer, pour reprendre des forces, etc. Et tout ça peut être utilisé par tous les différents, dans le cadre des différents défis que nous subissons. Et c'est pour ça que je me permets, Sébastien, je rejoins ce que vous dites, mais effectivement, je me permets de... Pour moi, quand j'entends ce mot pacifique, ça me gêne un petit peu. Si vous permettez, j'aurais aussi une petite réflexion par rapport à ce que vous avez dit, Madame Mahmoumi. Vous avez essentiellement traité des risques naturels, et le camarade en a parlé tout à l'heure, les risques de pollution marine. Je peux vous dire, juste ces 2 dernières années, ou l'année dernière et cette année, on a vécu des risques incroyables. On a vécu des risques, bon, effectivement, au niveau de la Méditerranée, mais on a eu des sueurs froides. Et essentiellement, dû au fait que, bon, quand ça arrive, c'est très rapide. Si on n'a pas une réaction immédiate, très rapide, effectivement, les plans sont très vieux, etc. Mais moi, à la limite, donnez-moi des moyens pour que je puisse intervenir et on verra après les plans. Mais j'ai besoin de moyens. Quand vous avez un navire, un pétrolier qui transite devant chez vous, s'il a un problème, vous ne pouvez pas intervenir avec un petit remorqueur qu'on a au port de Tangemed. C'est impossible. Il faut vraiment des moyens. Alors effectivement, de plus en plus, et on le verra certainement, on aura une augmentation exponentielle du trafic maritime le long des côtes atlantiques. Il faudra, c'est très bien, nous sommes mobilisés en H24 dans le cadre de cette initiative, etc. Et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Mais il faut que ce soit accompagné par une montée en puissance des moyens pour faire face, aux énormes défis sécuritaires de sûreté que nous risquons d'avoir, et 2, aux défis environnementaux auxquels nous aurons certainement nous aurons à faire face. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, colonel, pour ce commentaire très enrichissant. Oui, monsieur. Et puis, je m'arrêterai à cette troisième question avant de donner la parole aux intervenants pour répondre rapidement. Merci. Professeur Oufrane, j'ai également une question pour M. Bessou, et il est relatif justement à la paisibilité dont il a parlé au niveau des espaces maritimes de l'Afrique atlantique. La question, c'est en rapport avec l'impact des dynamiques à l'œuvre au niveau du système international aujourd'hui. Donc tout le monde parle de fragmentation géopolitique et géoéconomique. Il va sans dire que cette fragmentation géopolitique et géoéconomique, il est en train de mettre en doute la crédibilité du droit international, la géographie des échanges, etc. Et qu'on a du mal aujourd'hui à dégager des consensus ou des convergences s'agissant de toutes les questions, qu'il s'agisse au niveau du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale en rapport avec la paix et la sécurité internationale, qu'il s'agisse du commerce des biens et de services au niveau de l'OMC, qu'il s'agisse du développement durable. Donc, dans ce contexte global, et vu les dynamiques à l'œuvre au niveau du système international, en raison de cette fragmentation, est-ce que cette fragmentation à l'œuvre au niveau du système global n'aura pas un impact sur la paisibilité relative des espaces maritimes de l'Afrique du Nord? Parce que quand le droit international souffre de cette fragmentation, il va sans dire que ça va impacter également ce qu'on appelle le droit maritime ou le droit de la mer. Et merci. Alors, je passerai aux intervenants peut-être pour déjà répondre à ces 3 questions. Donc, mon colonel, si vous souhaitez peut-être répondre
aux textes nationaux? Peut-être est-ce qu'ils ont besoin de révision, oui ou non, et est-ce qu'il y a une révision de prévue? Merci beaucoup, madame. Donc, on l'a dit, donc, je l'ai dit donc, dans ma présentation, la révision, elle s'impose. Donc, nous sommes acculés, donc il va falloir voilà, prendre une décision ferme pour entamer donc, ce chantier donc, gigantesque donc, qui s'attend, auquel donc, le royaume donc, est exposé. Donc, si vous le permettez, donc, je voudrais rebondir sur la question donc, de M. Sbahi, donc sur la lutte, donc sur la thématique de la lutte anti-pollution marine. C'est une thématique qui est très pertinente, donc à plus d'un titre. On a eu donc 2 accidents majeurs, donc le Khark, 70 000 tonnes, donc, et le Silver au large de Hoceima en Méditerranée, 12 000 tonnes. Donc, la Marine royale, en tant qu'intervenant en mer, donc il prend donc ce problème et ce défi donc, très au sérieux. On a 5 bateaux qui sont dédiés à la lutte anti-pollution marine. On a aussi un centre donc, de lutte anti-pollution qui fait donc, de la formation et de l'entraînement au profit donc, du personnel donc, de la Marine royale. On a des accords avec le CEPOL et le CEDRE français. Donc, on échange régulièrement avec eux. On prend part à des exercices live donc, de lutte anti-pollution. Dernièrement, donc, une équipe donc, du CEPOL, du CEDRE français est venue chez nous au CELAP pour inculquer donc, une formation à nos pilotes donc, de la division aéronavale donc, de la Marine royale sur le suivi donc, des pollutions par voie aérienne pour pouvoir donc, poursuivre en justice donc, les délinquants comme ça se fait dans la Manche par les Français et les Britanniques. Donc c'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup. On a donc du matériel tampon de lutte anti-pollution marine réparti sur les 3 secteurs maritimes, secteur maritime nord, centre et sud. Donc, et on a aussi donc, une prévision de montée en puissance donc, sur du matériel donc, de nouvelle génération qu'on va bientôt acquérir à travers donc, l'administration de la défense nationale. Donc on est très actif donc, sur cette thématique. Donc, M. Sbahi a parlé aussi donc, d'exercice de Simulex. Le prochain, il est prévu en septembre prochain, au large donc, du port de Tangemet. Donc, mais entre-temps, on n'attend pas donc, chaque 2 ans pour faire un exercice. Donc, entre-temps, et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites entre les deux exercices. Le PUN, la révision du PUN, il avait donc une tentative donc, qui a été déjà faite, mais qui n'est pas allée loin. Mais le chantier, il est là. On travaille dessus. On va relancer donc, cette étude pour pouvoir reformer vraiment donc, ce plan d'urgence national. Donc voilà, donc je voudrais juste citer qu'on a eu donc 2 frayeurs, donc 2 problèmes qu'on a résolus. Donc, alhamdoulilah, donc c'est le cas donc, du Livana en Méditerranée, un bateau à la dérive qui est venu donc percuter donc la digue donc, du port de Marinasmir. Heureusement qu'il n'y avait que du gazole, donc le problème a été traité avec efficience grâce à l'intervention donc, des autorités locales, la gendarmerie royale, la marine royale, et le bateau, maintenant, il a été entièrement démoli. Il n'y a plus aucune trace donc, de ce bateau. Il y a aussi une barge qui est venue donc, s'échouer sur une plage de Rinsba. Donc le problème est là. Il faut vraiment nous préparer pour vraiment, s'il y a un problème, il faut qu'on soit vraiment à même donc, de pouvoir le contrecarrer. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bassou, peut-être une réponse rapide? Merci. Merci, colonel Mezgri et professeur Ofran, pour vos commentaires. Alors, en premier lieu, pour la question entre sûreté et paix.
D'ailleurs, je l'ai mentionné tout à fait au début pour dire que si on veut parler de quiétude internationale, c'est-à-dire il y a deux origines, si vous voulez. Soit qu'on peut déstabiliser cette quiétude par des infractions au droit international, et là nous avons tout le trafic de drogue, la piraterie, ce sont des infractions au droit international que le droit international n'arrive malheureusement pas aujourd'hui à réprimer. Et nous avons, si vous voulez, ce que je peux appeler la sécurité géopolitique, c'est-à-dire celle qui ne vient pas d'infraction au droit international. Si un État veut établir avec l'accord de l'autre État une base navale dans cet État, ce n'est pas une infraction au droit international. Mais c'est pourtant un élément peut-être de déstabilisation. Donc je fais la différence entre ces deux choses, mais vous avez complètement raison. Cette côte africaine est témoin de plusieurs phénomènes qui font qu'on ne peut pas parler. On peut parler d'une zone paisible, mais pas d'une zone sécurisée, c'est-à-dire sûre, au niveau de la sûreté. Professeur Fran, oui, ces questions de fragmentation, donc on ne peut pas dégager de consensus aujourd'hui au niveau des instances internationales. Ça paralyse le droit et ça paralyse les organisations internationales. On ne peut rien faire. D'autre part, et surtout en évoquant ce qui arrive en mer Rouge, aujourd'hui, vous avez des entités, des structures qui sont acteurs dans les relations internationales, qui peuvent donc parasiter, qui ont des capacités de nuisance, mais qui ne sont pas sujets du droit international. Et là, ça devient vraiment un problème. Vous ne pouvez rien dire aux Houthis. Il n'y a rien. Personne ne peut dire aux Houthis quoi que ce soit. Ce n'est pas un État, il n'est pas sujet du droit international. Et pourtant, il peut paralyser tout le trafic maritime international. Merci. Professeur Hamoumi, si vous avez peut-être un mot de conclusion. Merci. C'est pour répondre donc au colonel-major Minsky. Effectivement, vous avez raison, c'est un risque d'ailleurs dont le colonel-major Loudi a parlé. Effectivement, on a besoin de moyens, mais je dirais qu'on a besoin aussi de connaître la géologie, la nature géologique des fonds, leur morphologie, de connaître aussi les modèles de circulation, les courants, leur vitesse, leur sens, pour justement savoir quand il y a un accident, où va se diriger la nappe, quelles sont les zones qui vont être atteintes, etc. Et ça, on le réclame depuis longtemps. Il y a un plan, c'est vrai, national, mais il faut faire aussi des études géologiques et des études de courantologie de tout le littoral et de l'offshore, aussi bien atlantique que du détroit de Gibraltar que de la Méditerranée. Et merci. Je vous remercie infiniment. En tout cas, le temps dédié à cette session arrive à sa fin. Donc, pour toutes vos questions, vous aurez la pause déjeuner et aussi les différentes pauses durant la demi-journée pour poser vos questions. Oui, colonel, peut-être vos deux mots seront les mots de fin. Je vous remercie. Donc, juste d'un mot, donc, je voudrais rebondir sur les propos donc, du colonel-major Benzkri. Donc, quand il a parlé donc, de la thématique de l'immigration clandestine, je voudrais juste préciser que les opérations de lutte contre l'immigration clandestine se transforment en sauvetage donc, de vie en mer. Donc ça, on le fait au quotidien. C'est un challenge auquel donc, nous, avec nos collègues de la gendarmerie royale, des forces royales air et le MRCC donc, qui coordonnent donc, toutes ces actions, ce sont des opérations auxquelles donc, nous sommes confrontés au quotidien sur le littoral méditerranéen et atlantique. Sur la thématique de la piraterie, je voudrais préciser qu'aucun acte de piraterie n'a jamais été relevé, enregistré dans les autres juridiction nationale. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour ces précisions et puis merci pour votre attention et aussi pour les questions très pertinentes. Merci à nos chers intervenants pour leur présentation très enrichissante.
Thank you.